Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 mars 2021. Alors semble-t-il, la ville de Montréal va rester en zone rouge, sans doute, tout le long du mois de mars. Donc, on va en prolongation, une longue prolongation. Je poursuis donc la lecture, peut-être accompagnée de certains commentaires, de Penser la pornographie de Rowan Ojian. Ce que je n'ai pas assez dit dans cet ouvrage, mais je vais récapituler certains points. Certains éléments sont assez techniques. Ça prend peut-être même une certaine formation en épistémologie ou en langage analytique pour saisir certaines nuances. Mais ce que je n'ai pas assez dit, c'est qu'Ogian a un grand sens de l'humour. Je vais tout de suite vous révéler, vous dévoiler quelques-unes de ses saillies. Certaines sont de lui, d'autres... alors... Alors, cette idée, qui apparemment n'est pas devenue très populaire dans le domaine qui me préoccupe, la volonté de définir obscénité, érotisme, pornographie, et de classer selon les genres, classer X, porno hard, porno soft, érotique, charme, etc., ou selon les âges, tout public, moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 18 ans, etc., est, semble-t-il, quasi obsessionnel aujourd'hui, les résultats restant plutôt arbitraires. Pourquoi 10, 12, 16 et pas 6, 9, 14 ans, etc.? Pourquoi pas deux significations sur le même écran? L'une socio-psychologique, 10, 12, 16, 18 ans, et l'autre politico-religieuse, 7 ans, âge de raison, 13 ans, communion, bar mitzvah, etc., 15 ans, majorité sexuelle. Pourquoi classer X seulement et pas XX, XXX, et ainsi de suite? La chaîne spécialisée XXL ne fait peut-être qu'anticiper une classification future. Mais ces questions de définition ou de classification des représentations sexuelles ne se sont pas toujours posées, semble-t-il, de la même manière ou avec la même acuité. Une citation de Bertrand Russell. Les gens aux opinions toutes faites vous disent que ces images font un tort considérable à autrui, quoique pas un seul parmi eux ne veuille reconnaître qu'elle lui ait fait du tort à lui-même. Pardonnez-moi, mon exemplaire est barbouillé. Au milieu du 19e siècle, Anthony Comstock pouvait aux États-Unis faire passer une loi interdisant la vente, l'étalage ou la distribution par la poste de toute représentation touchant de près ou de loin à la sexualité pour obscénité. La distinction entre matériel explicite à caractère scientifique, érotique ou pornographique n'était pas pertinente. Des ouvrages féministes sur le contrôle des naissances, des guides conjugaux, des classiques comme le Décaméron fut pendant des dizaines d'années saisi et détruit par des douaniers ou des postiers zélés. En revanche, la Bible ne fut jamais saisie en dépit de nombreux passages scabreux. Certains critiques de la censure citent la Genèse, où deux filles séduisent leur père, Josué, ou la prostituée sauvée, Samuel
où David commet l'adultère avec Bethsabée et où le fils de David viole sa demi-sœur. Il serait absurde de dire que dans les formes de pornographie les plus courantes, les personnages ne se meuvent pas. Ils ne font que ça. Ce ne sont donc pas des objets au sens de l'inertie. Il serait aussi absurde de dire que les formes de pornographie les plus courantes, les personnages, ne montrent aucun plaisir ou aucune peine. Ils passent leur temps à crier, à gémir, à râler, même s'ils ne font que simuler. Ce ne sont donc pas des objets au sens de l'absence de sensibilité. On peut dire la même chose pour l'autonomie, la possession, la violabilité. En fin de compte, les personnages ne sont des objets qu'au sens de l'instrumentalité. Ils sont des moyens de plaisir. Et de la fongibilité. Ils sont interchangeables. Est-ce que cela suffit à affirmer qu'ils sont réifiés, objectifiés, au sens fort? Non, bien sûr. De toute façon, les faits semblent démentir la thèse disant que la pornographie réifie ou objectifie dans un sens fort. Dans les films récents de Lars von Trier, Catherine Breillat, Bertrand Bonello, Bruce Labrousse, Bruno Dumont, l'activité sexuelle des personnages centraux est présentée explicitement. Cette présentation satisfait aux critères stylistiques de la pornographie. Cela n'interdit pas aux personnages d'apparaître comme des personnes parfaitement identifiées. Quoi qu'il en soit, je voudrais surtout insister sur le fait qu'à côté de défendre l'illégal et le psychologique et à exagérer corrélativement les effets purement psychologiques de l'exposition à la pornographie, il existe aussi une tendance, encore plus désastreuse à mon avis, à confondre le psychologique et l'idéologique. Ceux qui sont partis en guerre contre la pornographie affirment que les films X donnent aux jeunes une représentation fausse de la sexualité et ruinent leur psychisme en les amenant à dissocier sentiments et sexualité. Mais ce ne sont pas des arguments psychologiques authentiques. C'est simplement une défense idéologique d'une certaine conception, disons, conventionnelle de la sexualité. Pour ce qui concerne ces dangers idéologiques, il faudrait donner des raisons de penser que ce sont vraiment des dangers. Une réflexion morale sur cette question s'impose. Est-il tellement dramatique de séparer la sexualité de l'amour, de la même façon qu'elle a été plus ou moins séparée de la procréation? Ne s'agit-il pas d'un mouvement de société profond qu'il faut peut-être accepter? Les jeunes d'autrefois, qui, dit-on, ne séparaient pas ces choses, ont-ils eu une vie sexuelle et amoureuse d'adultes plus belles, plus épanouies? Les hommes et les femmes étaient-ils plus heureux, les femmes plus respectées? Leur sexualité était-elle plus satisfaisante? En fait, ce sont surtout les adultes qui se sentent menacés par ces dangers idéologiques et non les jeunes, qui n'ont a priori aucune raison de ne pas être ouverts sur ces questions. Je vais lire un autre passage. Là, c'était plus sérieux, mais je vais y revenir. On va y revenir. J'ai fait un petit résumé de ce que contient ce livre et j'ai aussi... Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je ne sais pas si le lien que je vais faire est approprié, mais sur la question des micro-agressions dans les cours de littérature à l'université. Alors, pour moi, il y a un lien. Là. C'est pas, ce lien-là, je ne l'ai pas... je dis pas qu'il y a un lien causal, mais
à mon sens, il y a une sorte de métaphore qui renvoie d'un côté, mais je vais vous trouver un autre passage qui m'a fait bien rigoler. Pourquoi les jeunes semblent-ils disposés à braver pas mal d'interdits pour regarder Gorge profonde, 5, plutôt que Campus ou Culture et Dépendance? Est-ce qu'ils sont parce qu'ils sont pourris avant l'âge? Est-ce parce qu'ils appartiennent à une génération violente, inculte, sans repères, sans valeur? Il me semble qu'il vaudrait mieux envisager le problème de façon moins agressive à l'égard des jeunes, à la lumière de certains principes qui sont ceux de l'éthique minimale. Ne pas faire de mal à autrui. Ces principes sont ceux de la liberté de s'informer, de l'éducation dans l'autonomie, du refus du traditionnalisme, tout cela dans les limites de certains torts graves et évidents. Comment s'applique-t-il au cas de l'attitude des jeunes à l'égard de la pornographie? Spontanément, les plus petits ne s'intéressent probablement pas trop à la pornographie. Avant 5 ou 6 ans, quel enfant irait fouiller la vidéothèque de ses parents pour se passer un film porno dès qu'ils ont le dos tourné? Il y a plus de chances pour qu'ils cherchent à regarder tranquillement Le Roi Lion ou un autre dessin animé s'il sait comment s'y prendre pour y arriver. Il y a plus de chances qu'il aille dépenser son argent, s'il en a déjà, dans une pâtisserie que dans un sex shop. Quelle serait l'utilité d'interdire le porno aux petits-enfants si c'est un spectacle qui ne les intéresse absolument pas? Ce serait aussi absurde ou superflu que leur interdire de se passer en boucle les enregistrements vidéo des meilleurs discours de l'ancien premier ministre Raymond Barre. Vous voyez un peu le ton, et c'est ça aussi. C'est guilleret, il pose de bonnes questions. On sent dans l'écriture d'Ogian, euh, on sent le pince sans rire, hein? L'humour second degré, feutré. On aurait presque envie de dire que les phrases nous font des petits clins d'œil à la fois salaces, à la fois torves. Voilà. Alors, ouais, ce que j'ai résumé, j'offre le résumé rapide et après je vais enchaîner sur deux choses. Je vais vous montrer le livre d'Yvon Boucher qui, lui, est probablement, très certainement, le plus grand pornophile du Québec. Bon, je vais vous montrer ce livre dont j'ai fait la préface. Bon, préface écrite il y a déjà 20 ans. Le livre, finalement, n'a pas trouvé d'éditeur. En tout cas, je vais revenir sur ça. Je vais vous montrer le livre, vous montrer à quoi il ressemble. Si vraiment vous tenez à vous procurer ce livre-là, eh bien, contactez Yvon Boucher au 514-288. Je ne vous donne pas la suite du numéro. Mais Yvon Boucher, il se trouve. Il fait partie de l'UNEC. Puis dites-lui que c'est Bruno qui vous envoie. Alors, si vous tenez à lire... mais Yvon Boucher, aujourd'hui, c'est clair qu'on ne va pas l'enseigner dans aucune faculté de littérature, si ce n'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on pourrait l'utiliser comme un exemple à ne pas suivre. Les exemples à ne pas suivre, on le sait, ce sont là les meilleurs exemples. Alors ça, je vais conclure la vidéo de ce soir par la présentation de l'ouvrage d'Yvon Boucher, qui a publié sous un pseudonyme d'ailleurs. La première version était telle, parce que ça c'est la deuxième édition. J'ai peine à croire que le tirage s'envole, ce sont des éditions à petit tirage, confidentielles, dans le domaine de la bibliophilie. C'est ce qui est le plus recherché. Alors, je vais conclure là-dessus. Et je vais enchaîner avec une réflexion qui rejoint un peu les pornophobes qui veulent, qui veulent vous empêcher non pas de voir de la pornographie, ouais,
parce que jugeant que c'est pas bon pour vous, et c'est pas bon pour la question des jeunes. C'est réglé, il y a des classifications. Et en plus, les postes de télévision offrant du contenu explicite, ils sont cryptés. Alors, et il y a même du contrôle parentage qu'on peut mettre sur son ordinateur. Mais à partir de l'adolescence, ça devient compliqué le contrôle parentage. Et comme il l'explique, euh, à quel moment, parce que les étapes de la vie font aussi que l'éveil de la sexualité et les études ont démontré, c'est ce qui explique en tout cas, qu'il n'y a pas de corrélation à faire entre ceux qui consomment de la pornographie et, par exemple, les cas d'augmentation de viol. Il n'y a pas de, il y a pas de corollaire à faire. Et bon, alors je vais vous résumer succinctement le livre et quelques notes que peut-être que j'ai rédigées comme ça. Alors, premièrement, la pornographie, c'est extrêmement difficile à définir. Les pornophobes évoquent qu'elle peut avoir un effet d'imitation. Les grands consommateurs de pornographie peuvent devenir des agresseurs en puissance. Les pornophiles disent que c'est une catharsis. Et les pornos neutres, ils ne parlent pas de ça ici au GIA, mais les pornos neutres avancent l'idée peut-être que c'est une manière de ne plus avoir de sexualité, que d'être sans arrêt bombardé d'images pornographiques, on finisse par perdre tout intérêt pour la chose. Aussi, ce qui dit que toutes les études, pratiquement, souffrent de méthodologie épistémologique. Alors, les problèmes sont mal posés et la méthode utilisée pour cerner les problèmes est inadéquate. Est-ce que, est-ce que les a priori qu'ont les uns et les autres, pornophobes, pornophiles, sur le sujet de la pornographie, sujet qui relève de l'impensé, à peu près tout le monde est mal à l'aise pour réfléchir à cette question, est-ce que ces a priori-là ne reposent pas sur les a priori idéologiques que les gens ont sur le sujet? Alors, pour la définir, pour l'analyser, ça se révèle être un véritable parcours du combattant. Alors, bref, pratiquement tout est à faire sur un sujet qui, sociologiquement, économiquement, psychologiquement, est extrêmement important. Et c'est ça qui est étonnant, c'est à quel point on répugne à, à l'étudier avec des outils conceptuels euh, frais, avec des outils conceptuels justes. Alors, c'est assez curieux, cette espèce... Soit on s'y abandonne, soit on s'y refuse, mais d'une manière ou d'une autre, on n'utilise pas les bons outils. Alors, je vous disais que le livre est drôle, le livre a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. L'exemple du discours de Raymond Barre en est un. Bon, ça tombe sous le sens. Euh, alors, évidemment, ça me faisait réfléchir aussi sur le métier de libraire, hein, qui est pourquoi, parce que depuis 2-3 jours, je m'interroge sur pourquoi je fais des vidéos, pourquoi tout à coup, moi qui j'ai toujours beaucoup lu, je continue de lire beaucoup d'ailleurs, je pense que je me crampe pas dans la lecture, sachant que vous êtes quelques-uns, un peu nombreux, toujours soyez remerciés, vous intéressez à ce que je peux dire. Alors je me dis, je dois continuer. Mais c'est pas, il n'y a rien de professoral dans mon affaire. Je suis un libraire. Et les libraires, par la force des choses, d'une certaine manière, savent penser. Parce que penser, c'est classer, comme dit Pérec. Alors, on finit par, on finit par avoir des lumières sur pas mal de sujets. Bon, ce sont là des lumières éparses, tremblotantes, frileuses même. Parfois, ce ne sont que des esquisses, comme celle que je me prépare à vous livrer. Hein. Une esquisse, même pas de théorie, mais d'impression, disons. Comme un dessin au fusain, rapidement griffonné sur le coin d'une table.
Alors, j'ai écrit aussi, tant que le libraire n'impose pas son imprimatur, son honneur est sauf. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, nous, tout ce qu'on attend de nous, c'est qu'on vende des livres. Bon, hein, vous me direz, c'est ça la tâche d'un libraire, c'est de vendre des livres. Mais on n'imagine pas un libraire, non pas qu'il refuserait de vendre des livres. Bon, ça, c'est pas possible, autrement, on ne mange pas aujourd'hui. Mais qui pourrait, au lieu de coller, d'apposer sur la page couverture un petit post-it disant combien cet ouvrage-là était poétique et patati patata, il apposerait ce livre-là, je l'ai lu, j'ai trouvé ça extrêmement mauvais, ça m'a déplu, mais n'en croyez pas un mot, faites à votre tête, portez-vous en acquéreur, je consens un rabais de 10%. Hein? On ne perd pas le sens des affaires quand même. Alors, les libraires peuvent avoir un avis, mais ils n'ont qu'un seul avis. Il est positif. Dans les meilleurs des cas, ils n'ont pas d'avis du tout. Ça règle la question. Mais la plupart du temps, un avis positif ou un avis neutre. Mais un avis négatif. Ça, je pense que ça pourrait être, dans le monde de l'édition en tout cas, la dernière hérésie possible. Un libraire qui se substitue à la critique. Mais c'est sûr, du point de vue commercial, c'est une entreprise intellectuelle assez risquée, on en conviendra. Mais tellement, tellement tentante, je vous dirais. Bon, il y a 2-3 jours, je vous évoquais, il y a des auteurs que je n'ai pas envie de lire. Mais pourquoi il y a des auteurs qu'on n'a pas envie de lire? Vous êtes-vous déjà posé la question? Sans doute que oui. Je ne parle pas des grands auteurs pas des grands auteurs, des auteurs dont on nous rabâche sans arrêt les oreilles, là, ceux qui occupent en permanence le champ médiatique à nous épuiser. Ceux-là, en fait, je vous dirais, ils ont un lectorat tellement abondant qu'ils peuvent se passer de nous. Non, mais les autres, là, sont ceux qui jouissent d'une semi-réputation, euh, dans la semi-obscurité, mais qu'on devine quand même que c'est pas si extraordinaire que ça. En tout cas, qui nous conviennent pas. Mais pourquoi ils nous conviennent pas? Hein? C'est ça aussi qu'il faudrait développer. Pourquoi il y a des auteurs qu'on n'a pas envie de les lire? Oublions le graphisme de la page couverture. Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est... Pourquoi on n'a pas envie d'être avec eux? Alors, ce que j'ai noté aussi, bon, et là, je m'approche de ma réflexion du soir, on va dire. C'est que je pense que la littérature, aujourd'hui, elle est jugée elle-même comme pornographique. Parce que la littérature montre l'état du monde et elle le décrit. Elle le montre évidemment pas par des images, quoi qu'elle peut le faire, mais elle le décrit. Et en cela, elle peut être considérée comme une entreprise destructrice, jugée même comme une agression, une micro-agression. Il y a quelques semaines au Québec, probablement en France et dans les autres pays européens, ça ne saurait tarder, hélas, des professeurs ont été pris à partie dans des cours de littérature, que ce soit à l'Université d'Ottawa ou à l'Université McGill, des cours de littérature québécoise dans certains cas, où on étudiait des auteurs et on retrouvait des auteurs des classiques contemporains, on retrouvait certains mots, hein, N-word, par exemple, ce qu'on ne peut pas nommer. Alors, il y a des étudiants dans la salle de cours qui se sont insurgés contre un mot qui les aurait, semble-t-il, blessés personnellement. Une campagne de boycott s'est enclenchée contre ce professeur-là. Dans le cas de l'Université d'Ottawa, le recteur, sans entendre la version de la professeure, a donné raison à ses étudiants insurgés
des comités ont été formés et ce recteur-là n'a pas hésité pour parler de microagressions, de mots, de microagressions ressenties par les gens, par les étudiants présents dans la classe, par des mots retrouvés dans un texte. Alors, vous voyez, j'essaie de faire un lien ici. Et puis, on peut parler qu'il y a des crimes sans victime. Hein? Bon, ça c'est connu, il y a des crimes sans victime. Mais est-ce qu'il y a des crimes sans agresseur aussi? Lorsque l'auteur est mort ou lorsque l'auteur n'avait pas cette intention-là, est-ce que, bon... Et là, il y a tout, vous avez pu le constater, il y a tout en place, une mécanique d'autocensure. Ben ça, c'est déjà pas mal. L'autocensure, elle est déjà pas mal à l'œuvre, déjà depuis un bon moment, selon moi. Moi, je remonte à il y a au moins 20 ans. Alors, c'est pas un phénomène nouveau. Les censeurs se sont multipliés. Et dans la censure, il y a quelque chose dont on évacue, à mon sens, trop rapidement l'élément, c'est la jouissance d'interdire. La jouissance de dire à l'autre, et c'est là le point de vue, je serais étonné d'entendre ça, les censeurs, le point de vue paternaliste, je vais t'interdire, je vais t'empêcher de dire. Alors, parce que ça fait du mal à des gens. Mais qui sont ces gens, on n'en sait rien. Et alors, je me disais que dans le monde dans lequel nous sommes, qui est en fait aussi un monde post-littéraire, un monde où les seuls échanges possibles sont des échanges de communication pour s'échanger des informations factuelles ou des opinions. La littérature aurait pour tâche non seulement de montrer et de décrire, aurait pour tâche aussi peut-être d'ébranler, de poser des charges explosives et de nous rappeler ben, la psyché humaine, fut-elle ballottée entre le désir et la peur, n'est pas exemple de vilainie, de mauvaiseté, de mauvais penchant, de désir de mort, de désir de meurtre, d'automutilation. Et que tous ces éléments-là qu'on n'arrive plus à dire, à interpréter, eh bien, la littérature deviendrait le vecteur de cette expression-là. C'est dans ce sens-là aussi que les trois auteurs de Tout est accompli parlent de Houellebecq comme d'un mage noir. En ce sens-là, ils n'ont pas tout à fait tort, n'est-ce pas? Et dans les, les pornophobes pourraient avoir la même complexion intellectuelle que les frileux des micro-agressions. Qu'au fond, il y aurait le même pattern ici, idéologique. Hein, parce que oh, c'est une idée peut-être à creuser, c'est peut-être une simple impression, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... bon, le désir d'interdire. Hein? On n'est plus dans interdit d'interdire, là, selon la formule de mai 68. On serait plutôt dans le plaisir d'interdire. Alors, la jouissance d'interdire serait plus puissante que celle d'interdire l'interdiction. Alors, c'est bien possible quand on regarde comment... là, on avance, on marche sur des œufs, on n'ose plus dire grand-chose, on a peur de... En fait, à partir du moment où on ouvre la bouche, on est certain qu'on va déplaire un certain nombre de personnes. Bon, ça peut être acceptable. Mais des profs qui se font menacer dans une salle de cours, des profs qui se font menacer et qui même n'osent plus, parce que
si on n'ose plus enseigner certaines œuvres, parce que les réalités qui sont décrites dans ces œuvres-là, parfois d'un passé récent, comme dans le cas d'Anne Hébert, par exemple, pour ne nommer que ce soit l'exemple, si on ne peut plus... et puis si on doit aussi, c'est ça aussi, si on doit contextualiser de manière très, très fine ce qui tombe sous le sens, la jouissance de digression qui est un des bonheurs de la littérature, hein, c'est de digresser, de peaufiner, d'ajouter, de consteller. Eh bien, si on ne peut même plus digresser parce que tous nos efforts sont mis dans la contextualisation, c'est-à-dire, c'est comme si toute notre jouissance consistait à préparer notre nuit de noces avec le champagne sur la table, les mets fins euh, sur la table également, et puis que finalement on regardait notre montre, puis on disait, bon ben, finalement, on va laisser faire la nuit de noces, il est trop tard, on va aller se coucher. Alors, vous voyez. Et puis quant à ce qu'il dit aussi, je vais juste rebondir un peu sur ce qu'il dit Ogian, sur l'amour et le sexe. Puis souvent aussi, je parle avec de jeunes personnes qui blâment beaucoup mai 68. Ça revient beaucoup. Et sans voir la grande victoire de mai 68, c'est chacun est libre dorénavant de disposer de son héritage euh, sexuel. Et ça, c'est une immense victoire. Les gens ne semblent pas réaliser ça ne prend pas une grande analyse freudienne pour savoir que la majorité des névroses sont d'ordre sexuel. Les gens ne semblent pas voir à quel point ça pouvait être pénible dans les années 30, 40, 50, la sexualité. Les gens, oui, le contrat de mariage, eh bien, c'était ça précisément, c'était un contrat. Mais dans le contrat, il y avait enfin la possibilité de copuler. Et c'était, je dirais, avec le patrimoine et copulation, c'était les deux pôles du mariage. Les enfants, ben, ils venaient en prime, de surcroît. Et les découvertes que les nouveaux mariés pouvaient faire lors de leur nuit de noces, avec les pressions sociales qui les avaient amenés à se marier pour pouvoir enfin copuler, et là, découvrir le soir de la nuit de noces qu'il aurait mieux valu laisser le champagne au frais. Il aurait mieux valu ne pas toucher aux aliments sur la table. Eh bien, combien de couples ne se sont pas réveillés le lendemain de leur nuit de noces dans un état, là? Et là, le pire de tout ça, c'est qu'au cours de cette nuit catastrophique, désastreuse, eh bien, certains petits êtres humains étaient en voie de, de descendre sur Terre dans une atmosphère crépusculaire, avec une famille, on met le mot famille en guillemets ici, une famille déjà déchirée, l'alcoolisme, les pilules, l'insatisfaction partout. Et là, les enfants apparaissent frais comme des roses au milieu d'un champ de bataille névrotique. Eh bien, d'avoir fait la séparation de la tradition avec le sexe, d'avoir fait la séparation du sexe avec l'amour, ça a été vraiment, peut-être, je dirais pas une victoire importante, mais que ces jeunes qui blâment mai 68, ben aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vivent en concubinage. Et puis même, certains d'entre eux, ils font l'amour même chez leurs parents, puis ils peuvent même aller se servir dans le frigidaire après. Ben, dans les années 50, là, si tu voulais faire l'amour, ben, tu te mariais. Ou tu faisais ça en cachette, puis tu t'arrangeais pour pas te faire pogner. Et puis, si tu avais le malheur de mettre enceinte quelqu'un, ou que quelqu'un tombait enceinte par tes bonnes œuvres,
eh ben, c'était tout un problème. Alors ça, pour eux, ils ne retiennent de mai 68 que le libéralisme, la surconsommation, euh, l'économie de masse, ne voient pas là l'endroit où ça a été vraiment nécessaire et vraiment libérateur. Et ils ne voient pas qu'ils en sont des héritiers. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ce type d'héritage-là, on peut tout à fait l'accepter, mener une vie de sybarite, d'hédoniste, de libertin, de pornophile. Évidemment, tant que ça ne crée pas de dommages sur autrui, tant qu'autrui a la possibilité d'être d'accord pour s'amuser avec notre propre corps. Hein? Bon. Et si on décide d'être un moine, de se réveiller la nuit pour réciter des prières ou faire brûler de l'encens ou même se fabriquer des objets de mortification, des cilices, des martinets. Je vous ai raconté. Sans doute, j'ai dû vous la raconter. Je vais vous la raconter de la fois. Et après, j'enchaîne et après ça, on se dit adieu pour ce soir. Il y a plusieurs années, je m'étais porté à Quérard d'une bibliothèque chez un père franciscain. Ça doit faire peut-être 25 ans. Un grand-père, père grand physiquement, avec un grand sens de l'humour, un écrivain, un peintre doué aussi. Sa cellule était vaste et remplie de tableaux, des paysages, de bons tableaux en tout cas. D'après ce que je pouvais en juger, des tableaux de qualité. Selon moi, en tout cas. Et c'était un historien aussi, un historien des Acadiens. Parce que, bon, il était d'origine acadienne, alors il avait beaucoup travaillé sur la question de la déportation des Acadiens, qui est le premier crime de masse à l'encontre d'une ethnie. Alors, c'est une déportation massive. C'est la première fois, en tout cas dans l'histoire récente, qu'un peuple était victime d'ethnocide. Hein? Voilà. C'est la première fois. C'est une triste première, mais c'était la première fois. Une gracieuseté de la couronne britannique. Et donc, ce père me racontait lorsqu'il est entré dans les ordres, pendant son noviciat, son père supérieur, pour l'inviter à juguler sa vie sexuelle, il l'invitait même à l'écraser, à la dominer. Il l'invitait à fabriquer ces objets de mortification. Alors, cilice, ceinture, clouté. Et lui, ce bon vieux père, qui avait quand même un âge assez avancé, m'a montré les photos Polaroid de de ces, de ces martinets qu'il s'était fabriqués lui-même pour s'auto-flageller afin de tempérer ou de refroidir ses ardeurs, sinon de les tempérer. Alors, je restais assez interdit. Je me revois tenant les photos Polaroid entre les mains. Et là, d'ailleurs, je vous en parle, donc ça m'est resté. Mais je me suis dit, la misère sexuelle. Ah, c'est épouvantable. On peut pas regretter cette époque-là, voyez. Aujourd'hui, cet homme-là, s'il avait envie, bon, de tempérer ses ardeurs, il pourrait le faire sans qu'il... Mais la manière dont il m'en a parlé, il avait pas pris son pied. Mais il trouvait ça plutôt amusant, en me disant, bon, voyez comment les mœurs, ont évolué. Alors voilà, comment les mœurs ont évolué. En fait, je ne sais pas si les mœurs évoluent, mais comment elles se sont transformées, en tout cas.
Alors, je vais vous montrer maintenant en conclusion ce soir. Ceci. Alors, vous voyez. Le Marquis de Sales, cotexte, vous avez compris le jeu de mots, publié aux éditions de la Queue par le Marquis de Sales. Une grosse trouvaille. Et là, derrière, ce qu'on y trouve, rien. C'est encore trop. Alors, je vais vous lire. Alors, je vais vous montrer d'abord de quoi il ressemble, vous voyez. Il est tout noir à l'intérieur. Alors, ce sont des aphorismes. Alors, je vais vous lire deux, trois aphorismes. Ouais. C'est la guerre jusque dans la cuisine. Elle aime son brocoli bouilli. Je préfère mon steak saignant. Il y a des moments où la chair nous abat l'âme. On peut dire de certains auteurs qu'ils sont épais de leurs phrases, comme les dictionnaires le sont de leurs mots. À force d'avoir trop fréquenté les filles de rue, je me retrouve avec un cœur qui fait le trottoir. Les alcooliques qui deviennent anonymes sont des saints ratés qui n'auront pas supporté la spiritualité des spiritueux. Il n'y a pas d'amour sans larmes, ni d'enfant sans sang. Une femme amoureuse n'a plus de passé, un séducteur amoureux, plus d'avenir. Si les enfants ont un beau sourire, c'est que leurs cochons d'Inde ne lisent pas le Marquis de Sade. Alors, bon, je vous épargne, parce qu'il y en a que c'est trash, hein? C'est crad, comme on dit. Je vais vous lire alors comment ça a commencé tout ça, dans mon cas. Alors, vous voyez, le titre c'était... Est-ce que c'était le titre? Alors, comme le sang clair du désir, comme le sang clair du désir montant à la tête, Bruno Lalonde, libraire. Alors, vous voyez, et là, il a changé des phrases, il l'a bouchardisé. Euh, alors, je vais vous lire deux ou trois passages. Putain, putain, client, client. Depuis qu'elle porte des Ralph Lauren, elle ne les brûle plus. Là, ça, j'ai attribué ça à un chauffeur de taxi, mais il n'y a jamais aucun chauffeur de taxi qui m'a dit ça. Mais ça, c'est de la beauté d'avoir pris beaucoup de taxis. C'est que je peux faire dire à peu près tout ce que je veux à tous les chauffeurs de taxi. Je suis bien gentille, mais dans l'ensemble, la pauvre chienne, je ne la traite pas trop bien. Euh, Simone de Beauvoir à Sartre à propos d'une de ses amantes. Ça, c'est vraiment bref, c'est dans le texte. Nos hardies ardeuses mènent maintenant le bal. Les mâles ne sont plus que des figurants à tous les échelons du spectacle. Nos bas bleus nuit sont studieuses, besogneuses, industrieuses. Des premières de classe, bonnes en français, en anatomie, en marketing, Arcan, Breillat, Millet, Despentes et autres consorts ont envahi les supermarchés du livre, à quand le coup de queue machin, offrant leur viande rêveuse sous cellophane. C'est dans ce gynécée surchauffé, maculé de tampons porteurs de bactéries mangeuses d'amour, qu'éclosent ces cotextes. Louis Calaferte se désespérait de connaître ce que ressent vraiment, phénoménologiquement,
la femme dans sa sexualité. Il reconnaissait avoir lu en vain le catalogue des éditions des femmes. Roboratif, irrévérencieux, efficace antidote à la vendeuse et sinistre sexualité de nos petites filles nouveaux modèles, avec leur pathos pailleté, orgasme de circonstance, mortifère luxure, on ne reviendra pas là-dessus. De Sales, à l'instar de Jacob, livre une lutte d'un courage innocent et inégal à l'ange noir du féminin qui a la mort de son bord. La mort vient des femmes. Comment leur pardonner en se joint de leur corps par la sexualité, sensualité riante, débonnaire, débordante. Mais il ne veut pas être trop familier avec elle, permettant ainsi un plus grand jeu de rôle où le répertoire de la femme est très diversifié et surtout, il est un rôle qu'il ne veut pas l'avoir interprété la sœur, l'âme sœur, cette monstruosité. Il ne veut même pas le copinage, le papotage. Il veut l'affrontement, le face-à-face, le corps à cœur, le tête à queue. D'où ces cris, ces blasphèmes, cette ironie, cette lucidité, plus près de Saturne que du Soleil. Mais le souffle, l'élan, l'esprit donnent corps à des intuitions jubilantes qui guident, qui encouragent à garder le cap. Alors j'ai reçu ça par la poste. Ça écrivons. Alors, je vous lis le dépôt légal. Est-ce qu'il y a vraiment un dépôt? Bon, oui, il y a vraiment un dépôt légal. Tout droit réservé. Il est permis de reproduire, d'enregistrer ou de diffuser en tout ou en partie le présent ouvrage par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, photographique, sonore, magnétique ou autre, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'éditeur. Nous ne reconnaissons pas l'aide financière du gouvernement du Canada ni l'entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d'édition. Alors ici, tenez, si vous voulez le commander, si vous êtes capable, je vais vous mettre ça là, tenez, on le voit bien. Alors, si vous avez envie de vous commander le livre du Marquis de Sales, eh bien, faites-le. Et n'hésitez pas à envoyer un chèque le plus gros possible. Eh bien, alors voilà. Alors, je vais le remonter une dernière fois. Eh bien, le Haut-Giant m'a fait bien rigoler, pose de bonnes questions, on va continuer à y réfléchir. Puis sans doute, je vais réfléchir moi-même entre le lien qu'il y a entre les pornophobes et ceux qui ont peur des micro-agressions. Alors, est-ce que c'est un effet? Est-ce que la frilosité devant les mots, est-ce un effet secondaire devant la déferlante d'images obscènes que, veut pas, on reçoit quotidiennement, involontairement, souvent, parfois? Est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'on peut faire le corollaire entre cette invraisemblable abondance d'images et cette peur extrême devant des phrases écrites? Est-ce que maintenant, la phrase écrite en elle-même n'est pas pornographique? Alors est-ce que le mot lui-même est-il obscène? Dans un univers où les images triomphent,
une seule parole peut, peut, peut provoquer l'effroi. Dans un univers où il n'y a que des images, une phrase peut être une douche glacée. Est-ce que c'est ça qui se passe? Dans un monde post-littéraire où il n'y a plus que des images, la parole, quelle qu'elle soit, est devenue suspecte. La parole écrite est devenue une menace. « 50 minutes. Merci. Bonsoir.